Et si nous projetions une graine de pastèque recrachée, tout droit vers le Crétacé, il y a 80 millions d'années, pourrais-tu bâtir ton propre empire végétal sur ce continent sauvage où règnent des géants? Tu atterris sur un lit de rivière antique asséché. Le soleil brûle avec violence. La terre craquelée est dure comme une galette. Une bouffée de vent chaud arrive. Tu roules une dizaine de fois sur ce sol argileux et finis coincé dans une fissure ouverte. Cette fente est juste assez profonde pour te protéger de la plus grande partie du soleil. Pas de chair de fruits, pas de protection, rien qu'une graine nue, brûlée sans cesse par la chaleur qui filtre au bord de l'ombre. Au loin, un groupe de cératopsiens gratte le sol du museau. Ils avalent les derniers rhizomes de ptéridophytes avec la terre. Sur ce sol sec et pauvre, ton taux d'humidité ne tiendra pas plus de 3 jours. Tu survives 3 longs jours dans l'ombre de la fissure. Ta tégument se ride sous la chaleur. L'embryon se recroqueville à l'intérieur de la graine. La dernière goutte d'eau arrive à sa limite. Enfin, au crépuscule du 3e jour, une petite pluie humidifie le lit de la rivière. Ta radicule se fend dans la terre humide. La racine primaire sort, déchire d'un coup la terre compacte et s'enfonce à un demi-mètre sous le sol. Tu atteins une couche de terre humide hors de portée de toutes les racines de ptéridophytes. Tu as survécu ton premier mois. Tu ne te hâtes pas de pousser vers le haut. Au-dessus du sol, 3 petites feuilles flétries sont étalées sur le sol. Même les sabots des cératopsiens ne prennent pas la peine de les piétiner. Mais sous terre, ton activité dépasse celle de n'importe quel ptéridophyte. La racine principale grossit en une racine de stockage épaisse comme le pouce. Les racines latérales s'étalent en réseau horizontal. Elles absorbent chaque goutte d'eau souterraine dans un rayon de 2 mètres. À l'intérieur, tu ne grandis pas. Tu accumules des réserves. Tu attends le moment de produire un fruit. Au 50e jour, la première fleur jaune s'épanouit. Une abeille primitive est attirée par le pollen et se pose. Elle tourne maladroitement 2 fois dans les étamines et réalise ta première pollinisation. Après la chute de la fleur, un fruit vert pâle commence à gonfler. À la fin de la saison sèche, tu verses sans retenue toute l'eau que tu as pompée sous terre dans ce fruit. Il grossit de plus en plus. Il devient de plus en plus lourd. Les tiges traînantes sont écrasées contre le sol, comme si elles traînaient un cœur vert. Le premier à le découvrir est un jeune cératopsien. Alors qu'il gratte le sol pour chercher des racines, il remarque cette sphère vert pâle. Ce n'est pas une ptéridophyte, ce n'est pas une cicadée, ce n'est rien de ce qu'il a vu au cours de sa courte vie. Il baisse la tête, il le touche du museau et mord prudemment une bouchée. Au moment où l'écorce se fend, la sève envahit sa bouche. Il se fige. Du sucre, de l'eau, une légère touche d'alcool issue d'une légère fermentation sous le soleil brûlant, mélangée pour former un signal gustatif qu'il n'a jamais connu. Pas l'amertume des ptéridophytes, pas la dureté des cicadées. Du sucre, un sucre explosif et pur. Il reste sur place et mâche 3 fois, puis il baisse la tête et dévore le fruit entier frénétiquement. Le troupeau adulte des cératopsiens remarque l'anomalie. Les plus grands d'entre eux s'approchent. Ils sentent cette odeur sucrée et chargée d'alcool qui flotte dans l'air. Ils se disputent les restes du fruit. La chair et les graines sont toutes avalées par les estomacs des géants. Les graines enveloppées dans la chair traversent le tube digestif. Et au lever du soleil du lendemain, elles se retrouvent dans un tas de fumier chaud, sur un nouveau banc de sable sur la route de migration du troupeau. 3 jours plus tard, la pluie arrive. Les graines non digérées dans le fumier germent dans la matière organique décomposée. Elles ne luttent pas pour sortir d'une fissure sèche. Elles naissent sur une petite usine d'engrais. Ce fruit était ta première bombe. Il t'a appris une chose. Les géants de ce continent ne peuvent pas résister à ton sucre. Tu modifies alors ta stratégie. Le 2e fruit a une peau plus fine et plus de sucre. Le 3e, le 4e. Tu les places aux endroits les plus visibles de tes tiges traînantes pour qu'ils mûrissent rapidement sous le soleil de la saison sèche. Tu ne produis pas simplement des fruits. Tu poses des mines. Les cératopsiens changent leur itinéraire de migration. Ils font un détour pour passer par la zone couverte par tes tiges. Chaque année à la même saison. Tes fruits mûrissent toujours au moment le plus dur de la saison sèche. Quand les autres plantes se dessèchent, tu es au contraire à ton apogée pleine sucrée et prête à se fendre. Ils t'attendent. Plusieurs générations plus tard, ce comportement est gravé dans la mémoire collective du troupeau. À cet endroit, à cette époque de l'année, il y a quelque chose qui donne la tête légère mais qui fait du bien. Ton empire ne s'est pas construit avec des épines, ni avec des poisons. Avec du sucre et de l'alcool, tu as transformé les plus grands herbivores du Crétacé en tes paysans. Ils ameublissent la terre pour toi. Ils t'apportent de l'engrais. Ils transportent tes graines vers des endroits que tu ne pourras jamais atteindre. Et tout ce que tu dois faire, c'est produire à temps des fruits à la fin de chaque saison sèche et attendre qu'ils viennent les consommer. Tu n'as pas conquis le Crétacé. Tu as fait en sorte que le Crétacé ne puisse plus se passer de toi. Dans ce jeu de survie sur la Terre qui dure depuis des milliards d'années, les empires les plus puissants ne sont jamais bâtis sur la conquête. Ils sont bâtis sur la dépendance absolue. Et ces cératopsiens ne comprendront jamais jusqu'à leur mort que cette douceur qui les a sauvés pendant la saison sèche est une taxe impériale façonnée au fil de millénaires par une plante grimpante.